Allez, bienvenue chez OnePlace. Eh oh John, qu'est-ce que tu fous dans ma voiture? Il a tout pompé chez Italian Queen, mais on dira rien. Je connais pas. Et là, il est prêt à me faire une clé de bras. Limite The Moon, le côté LC, j'ai pas compris. Tu sais. On est resté des gamins. Mon père, il a un restaurant. Gainsbourg, c'est son meilleur pote. J'ai appris la cuisine comme on apprend une autre langue. Quand est-ce que a vraiment commencé l'aventure entrepreneuriale? Quand je suis débauché par Steve Jobs. Steve Jobs. Ouais. Allez, Attention. vas-y, le conseil de l'association. Ouais, attention. Donc ça, c'est super important pour les entrepreneurs. Si le gars, dès le premier rendez-vous, est raide et froid, ça va pas aller en s'arrangeant. Quand tu as commencé l'aventure, que tu as commencé à mettre de l'argent, que tu as commencé les travaux, que ça commence à prendre forme, est-ce que tu as eu des moments de doute? Ouais. Alors, deux choses. Moi, je suis un imbécile heureux. J'adore. Moi, je pense que le mec le plus heureux de la Terre, c'est l'idiot du village. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Oh, ça va John les affaires en ce moment? Bah, tranquille, là, t'as Eh vu, oh John, qu'est-ce que tu fous dans ma voiture? Salut. Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Regardez-moi cette surprise. Aston Martin Paris, Grégory Cohen, le chef. On est ici chez OnePlace, on est chez mon ami Greg. Et vous savez que dans ma chaîne YouTube, on parle de sport, on parle d'entrepreneuriat, on parle de cuisine. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et de cuisine. Il va nous raconter son dernier bébé, OnePlace Rungis. Ah, venez, on va faire le tour par là-bas. et on vous OnePlace, mais explique par tout ça. là-bas, ouais, c'est mieux. Bien. Sinon, c'est la tienne, celle-là? Non. C'est bien aussi. T'aurais pu la laver quand même. Hein. Moi, je te la ramène propre et toi, tu Non, la c'est ramènes bien aussi, dégueulasse. c'est bien. Allez, bienvenue chez OnePlace Food Market, inventé par mon ami Grégory. Tu nous fais le tour Allez, du je vous emmène. propriétaire, Ouais. tu nous expliques tout. Et après, on va raconter un peu l'histoire, comment t'en es arrivé là. Tu veux nous parler un peu de ton enfance, tu veux nous parler de tes... Carrément. Ah oui, parce que on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre d'où ça vient. Ok. À partir du moment où tu t'es mis dans la food, à partir du moment où tu es devenu chef, tu as fait de la télé, pourquoi une Aston Martin? Comment tu as fait pour négocier un contrat avec Aston Martin? J'ai besoin de tout savoir, ils veulent tout savoir, parce qu'on a des futurs entrepreneurs dans l'âme. Allez, viens, Allez, go. Déjà, attends. fais-nous tout le tour. Déjà, ici, on est à Rungis. On est sur OnePlace Food Market. On a une terrasse de 300 mètres carrés en extérieur. On a deux terrasses à l'étage de 150 mètres carrés. Et puis, suis-moi, tu vas voir. Enfin, suis-moi toi aussi, tiens. C'est vrai, j'ai le droit? Ouais. Et tu vas voir, on va rentrer dans OnePlace. Eh bien, bienvenue à OnePlace. C'est un food market, mais c'est aussi un incubateur food. Et ça, c'est vachement important de comprendre ce que c'est un incubateur food. C'est qu'ici, on a en fait un terrain de jeu qui fait 1000 mètres carrés au rez-de-chaussée. On a 1250 mètres carrés au sous-sol de labo donc pour produire pour ces 1000 mètres carrés. Sur les 1000 mètres carrés, j'ai développé 5 marques différentes, 5 enseignes, 5 concepts food différents qui sont issus un petit peu de ma culture, de mon histoire. Le premier, c'est Yalla. L'idée sur Yalla, c'est que ce soit Sœur Emmanuel qui criait Yalla, que ce soit Calogero qui sent Yalla, que ce soit dans La Vérité si je mens Bruno Solo qui fait un Yalla. Ça qui est parle à canon. tout le monde. C'est ça qui est Et ça rassemble. Et qu'est-ce tout qu'on le mange monde. alors chez Yalla? Yalla, c'est ma Méditerranée, c'est mes origines, ma cuisine. On va avoir du shawarma, on va avoir du falafel, on va avoir de la kefta, du hummus, du baba ganoush, tout ça dans des sandwichs ou alors en assiette. On va avoir un vrai tour de l'ensemble de la Méditerranée au sens large, hyper riche, hyper savoureux, mais en même temps hyper équilibré, parce que c'est une cuisine qui aussi pense à ceux qui vont manger pas forcément de la protéine animale. Donc tu vas avoir les falafels, nous on va les faire aux lentilles corail, pas au D'accord. pois chiche. Ah oui, super. Le pois chiche on va le garder pour le hummus. Et donc on va travailler aussi toutes ces recettes-là qui sont des recettes de chef qu'on a adaptées à une cuisine de rue, une cuisine facile, une cuisine qui rassemble. C'est hyper immersif. Si tu viens ici, tu vois tout le décor qu'on a fait, tu comprends tout de suite où tu es, tu l'as dans ton assiette, tu l'as dans le décor, tu l'as dans l'identité visuelle et tu l'as aussi avec l'énergie de toutes les personnes qui bossent ici et qui te donnent une énergie. Allez, yallah, on passe au reste. Allez, on y va. Schmatz. Allez, je t'emmène chez Schmatz. Et donc ici, chez OnePlace, toutes les commandes, tu les passes avec la borne de commande. Hein. Ouais. D'accord, donc tout est centralisé ici. Et après, c'est quoi? On te file un beeper? Comment ça se passe? Ce qui est génial ici sur la borne de commande, c'est quand tu arrives sur la borne de commande, tu dis si c'est sur place ou à emporter. Là, tu as les univers. Ah, voilà, là, tu choisis Tu as la les marque. 5 univers, donc tu D'accord. choisis ta marque. Donc tu vas dire je veux du schmatz par exemple. Là, tu as les formules, les plats, les accompagnements, les desserts, etc. Une fois que tu as commandé, tu rentres ton numéro de portable. D'accord. Une fois que la commande est prête,
tu reçois un SMS en te disant ta commande est prête, tu peux aller la chercher. Ok, Voilà. bravo. Donc Schmatz, c'est ce qu'on appelle un délicatessen. Un délicatessen, pour ceux qui sont allés à New York, c'est le cœur de la cuisine new-yorkaise. Donc on a le bagel pastrami, qui vient de New York avec le saumon fumé, le bagel and lox. On a le pastrami avec les sandwichs, on a le Ruben, on a le Samuel. On a le sandwich de dinde aussi avec les bagels. On a les burgers, les smash burgers, pareil. On fait nos buns, on fait notre pain de mie, on fait nos bagels, on fait nos sauces, on fait nos fûts maison. Tout est fait maison, ce qui nous permet de contrôler la qualité et le coût. Et ça veut dire que demain, je vais être franchisé Schmatz, tout vient du labo ici. Ouais. D'accord. Demain, tu veux être franchisé Schmatz, Yalla ou n'importe quel des autres concepts. Tout est pré-produit ici. Ensuite, est acheminé chez Métro et distribué partout en France. Donc, on a une portance et une capacité nationale par ce partenariat Métro qui nous permet de pouvoir ouvrir à n'importe quel endroit en France avec une structure qu'on n'a pas naturellement. Ensuite, on a Bella Gigi. Alors, Bella Gigi, ça, c'est mes racines italiennes. La pizza. La pizza. On est sur une pizza avec une biga qui a fermenté pendant 24 heures et ensuite une pâte qui a continué à maturer pendant 48 heures. D'accord. Donc on a quelque chose qui est du coup hyper important, c'est hyper alvéolé, hyper digeste. On fait notre sauce tomate aussi maison, notre pâte maison évidemment. Je vais arrêter de dire qu'on fait ça maison parce que je pense que tout le monde a compris qu'on fait tout maison. Donc ici. vous avez compris, on fait ça On fait comment à peu près- ici on fait Voilà, tout mettez-le maison. en commentaire. Maison. Ok. Donc là, on a les pizzas, on a les sandwich pizza et on a les pâtes. Chaque jour, une pâte pasta différente qui permet tu vois, de changer un petit peu, de dire j'ai pas envie de pizza forcément, j'ai envie de manger une pâte. Tu vas avoir la pâte au saumon, tu vas avoir la pâte au guanciale, etc. Bon, on dit pas, il a tout pompé chez Italian Queen, mais on dira rien. Je connais pas, je sais même pas ce que c'est. Quel mytho. Je sais pas. On peut. Ah, tu veux qu'on on en est aux confidences? Non, parce qu'il est venu il y a pas longtemps avec sa femme. Et là, il est prêt à me faire une clé de bras. Et elle a tout goûté chez nous. Et elle a dit c'est pas mal quand même. Je crois que le mec, elle est liquéfiée. Bon, allez, on est chez Mademoiselle Chang. Bah, Mademoiselle Chang, alors tu vois, on a bossé le visuel de Mademoiselle Chang avec l'IA. C'est vachement Ok. intéressant en fait parce moi je voulais un restaurant de cuisine asiatique. Et pas un restaurant de cuisine chinoise, vietnamienne, coréenne, thaïlandaise ou japonaise. Je voulais asiatique au sens large. Donc on a demandé à l'IA de nous faire un visage qui était ni coréen, ni japonais, ni thaïlandais, ni vietnamien, ni laotien, ni chinois, mais qui était tout ça en même temps. C'est Bulma, quoi. Et en fait, quand tu la regardes, tu as l'impression que c'est la Joconde version asiate. Tu as l'impression qu'elle te suit à peu près partout. Et voilà, je sais pas, tu as fait ton test ADN, toi? Tu l'as fait ou pas? Non, j'ai Non, pas bah fait non, mais mon il n'y a test pas de ADN. piège. Non, mais c'est vachement intéressant. Moi, j'ai regardé. Non, je réfléchissais parce que j'ai fait un test pour savoir si j'étais intolérant donc au gluten, au lactose, Ouais. etc. Alors oui, je le suis, donc c'est une vraie galère. Mais j'ai pas fait l'ADN. non. Et sur Non. l'ADN, tu Même vas être dans s'il la va me merde. sortir D'ailleurs, qu'on est ce- frères, tu maintenant, vas ça être y dans la merde parce que ce soir, on a pizza et pâtes. Non, mais je sais où est le Le gars pastrami. qui Je sais est- où est le gars- le gars, je il sais fait- où je est lui le dis, on va stock faire de pizza et pastrami. on lui dit, on fait pizza. Je sais où est le stock de pastrami, t'inquiète. Je sais où il est. Il me dit aucun problème. Écoute, moi finalement, on me fait un test ADN, il se trouve que j'ai 8%, ce qui est beaucoup, d'asiatique. Ah oui. Ouais. Donc, D'accord. c'est absolument dingo. Et du coup, tu prends le truc, j'ai 22% d'Italiens, 8% d'Asiatiques. J'ai Ah, donc des c'est suite à ton Méditerranéens. test ADN que tu as créé OnePlace. C'est exactement ça. Ça J'ai m'a fait un compris. déclic. Tu vois, il faut toujours Bon, que alors t'aies, c'est bien l'IA, le machin, le champ, mais qu'est-ce qu'on mange en fait? Ah, ici. voilà. On n'est pas là Ici, pour, au début, alors, c'est le modèle qui a changé. Le fait qu'on soit un incubateur, ça nous permet de faire ce qu'on appelle aux États-Unis du test and learn. Je te le fais en français, hein, on teste et on apprend. Et en gros, le test and learn, ça nous a permis de savoir qu'au début, on s'est planté. On faisait que des bouillons et que des soupes. Mhm. Et on s'est retrouvé avec des gens, des spécialistes de tout. Il y en a un qui nous dit ah mais c'est pas un ramen, bah non c'est pas un ramen. Ah mais c'est pas un bouillon avec des udons, non c'est pas des udons. Et donc tu vois tout ça a commencé à tourner. On s'est dit merde, il y a peu de soupes qui sont vendues, pas énormément. On voulait faire soupe et wonton vapeur, wonton free. Et donc ça a évolué. On a rajouté les nems. On a enlevé le nombre de soupes, on en a laissé qu'une seule. Soupe ravioli poulet, hyper bonne. Nickel. Et on a rajouté les best-sellers, pad thai, boboon,
C'était facile parce que le boboon, on fait les nems par ailleurs. Donc on récupérait les nems du boboon. On a optimisé les costs et on réussit à avoir un truc qui est d'une qualité de malade. Et on a du coup changé le truc. Et ce qui avant était le dernier de tous, mais de loin, aujourd'hui commence à reprendre de la progression et commence à concurrencer avec les autres. C'est vachement Par contre, intéressant. tu fais pas de poké, t'as pas voulu rentrer là-dedans Je ici. fais pas de poké, mais tu vas voir à côté, on a Lily and the Moon, c'est le healthy végétarien. Donc c'est sur celui sur lequel on va développer pas mal de choses. Alors Lily and the Moon, c'est healthy, végétarien, ouverture printemps quand on va avoir les beaux légumes, les beaux fruits qui vont revenir. Et là, on travaille vraiment la verticale complète, c'est-à-dire que la communauté healthy végétarienne, c'est une communauté qui se soucie de l'impact carbone, de l'économie circulaire, des rémunérations justes et honnêtes, du recyclage, du réemploi, de la réutilisation, donc les 3 R. Ce stand, il est 100% sur les 3 R. D'accord. Il n'y a rien de neuf. Tout a été réutilisé, réemployé ou recyclé. Incroyable. Tout. On va travailler que des recettes healthy, végétariennes, mais pas le truc où tu es puni et tu te dis merde. Tu vois, par exemple là, on l'a pas ouvert pendant l'hiver parce que on aurait été principalement sur de la soupe. Et la soupe, si on parle là pour des entrepreneurs, c'est intéressant, mais je vais vendre une soupe combien ? Oui, tu vas la vendre, tu es obligé de la vendre 5,50, 5,90. Ok, est-ce que la personne qui va acheter une soupe, elle va en plus prendre un burger à côté ou autre chose ? Pas certain. Pas certain. Donc j'ai mon panier moyen qui va chuter de ouf pour avoir un monoproduit qui va pas être méga intéressant, avec une rentabilité qui est intéressante, mais avec un volume qu'il faut que j'explose. Va voir ce concept à Lisbonne qui s'appelle Honest Green. Je l'ai vu. C'est l'ai vu. vraiment génial. Alors pour le coup, c'est pas végétarien, mais c'est un truc de fou à côté du Time Out. Ouais. Et j'étais impressionné par le concept. Vraiment Mais bien. le time out Lisbonne, il est canon aussi. Hein. Time Out Lisbonne, il est canon. Alors Lily, ce qui est intéressant, c'est que tu prends Lily and the Moon, donc tu prends cette communauté, elle mange, mais elle se nourrit philosophiquement, spirituellement et physiquement. Donc ici, à l'étage, on va faire les cours de pilates, les cours de yoga, on va faire de la sophrologie, Sympa, ça. on va faire du Super tai chi. sympa. Donc on élargit en fait et on va reprendre le projet comme une marque. On va élargir après aux cosmétiques, Lily and the Moon, on va élargir aux jus, aux cures, etc. Par contre, dans le choix là, des différentes enseignes, il y a un truc que je comprends pas, il faut que tu m'expliques. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que pour le coup, Bella Gigi, c'est tes origines, Ouais. à 22%. Tu as 8% de Madame Chang. Ouais. Tu as du Yalla, ok. Tu as du Schmatz parce que tu as kiffé le New-Yorkais, mais Lily and the Moon, le côté Elsie, j'ai pas compris. Tu savais que j'allais venir là. Regarde, alors, je Non, suis c'était boycotté facile, à mort. Voilà. c'était facile. Regarde, le gars me dit ça. Le gars est sous stéroïde, il me dit ça. Non, mais il est malade ou quoi? Tu nous montres l'étage, Ouais, temporalité. L'équerre et temporalité. Alors ça, c'est le côté hyper premium. Là, on va arriver dans un club privé qui s'appelle l'équerre, qui fait à peu près 300 mètres carrés. Et ensuite, mon restaurant gastronomique qui s'appelle Temporalité et les toilettes. Je vais vous montrer ça. Les toilettes, c'est quelque chose. Les toilettes sont fantastiques. Allez, go. Oh là là, que c'est beau, ça sent bon. Il y a du rhum là, dis donc. Ça, c'est mon rhum. C'est ton rhum. Ouais. Ton rhum, carrément. Ouais. Ok. Il s'appelle Mad. Pourquoi? Il T'es vient de fou? Madagascar. T'es un peu plus grand que moi, tu peux en prendre un, vas-y. C'est tous les mêmes, non? Non. Poivre, vanille, café, cacao. Vanille, ça doit être sympa. Ouais, cacao. Regarde, et là-dedans, tu vois, tu as la vanille qui est encore dedans. Une vanille Pompona, qui est la meilleure vanille au monde. Pour moi, même meilleure que celle de Tahiti. Vanille de Madagascar. Et en fait, tous les produits qu'on a ici, c'est des produits qui viennent d'une rencontre. Un de mes meilleurs potes qui est à Madagascar. Et du coup, il nous a sourcé les produits. Donc le poivre sauvage, le cacao, le café vert et la vanille Pompona. Ensuite, on récupère le rhum qu'on achète, blanc. Et ici, pas très loin de Paris, on a une distillerie et on va faire vieillir le rhum et le faire infuser avec nos produits. Donc on rajoute 0 sucre, c'est pas du rhum arrangé. On est obligé de donner la définition de rhum arrangé, mais c'est pas du rhum arrangé. Et là, on vient de signer un deal avec un gros distributeur. Magnifique. T'as pas les prix encore? Non, le prix va être défini avec le distributeur, sinon il se D'accord. voit ici en exclu. Oui, d'accord. Ici, du coup, tu es dans un espace qui s'appelle l'équerre. L'équerre, ça va être un espace où on va créer le club des 100. Donc, carte privée, membership, pour 100 sociétés, pas plus. D'accord. Et chaque société va payer un fee
chaque année, Mhm. qui va lui donner un accès ici, donc ils sont sûrs qu'il n'y aura jamais une tonne de monde, que ça reste confidentiel, que ça reste exceptionnel. Tu as 2 terrasses qui font 150 mètres carrés de chaque côté, et ici on peut faire des événements. Et c'est-à-dire que faire tu peux des louer la salle, privatisations. une fois que tu es membre du club, Ouais. tu peux louer la salle, tu peux venir Tu peux prendre louer un la café, salle, tu peux on va prendre faire une table, venir des tu- producteurs T'as une salle de signature 2 je fois pense, par de mois. l'autre Tu as la salle, Regarde, ça, c'est- la salle de signature. Pour les contrats de franchise, on peut venir signer ici. Où tu es en mode confidentialité totale. Tiens, regarde, je le prouve. Salut mon pote. Ici, tu as le piano. John, je crois que tu joues au piano. Oui. Du coup, ici, on a tout. C'est-à-dire qu'ici, on peut s'amuser. On vire ça, on met un karaoké. Là, on le fait arriver là-bas avec les micros. Tu peux faire venir une chanteuse ou un chanteur, un pianiste, ce que tu veux. Et t'es très, très confidentiel. Temporalité, c'est mon resto gastronomique. En fait, je l'ai fait il y a quelques années. Et c'était un restaurant éphémère. J'avais posé en fait un piano de cuisine dans la nouvelle bibliothèque musicale et j'avais une quarantaine de convives et je cuisinais devant eux avec un second, une commis et ça m'a fait mais un kiff de malade. Je me suis éclaté à faire ce resto hyper technique, hyper pointu et je l'ai appelé temporalité parce que j'ai créé en fait toute ma réflexion autour du séquencier des saveurs. En gros, qu'est-ce qui arrive en première note dans ta bouche, en seconde note, en troisième note? Par exemple, café, chocolat, tonka. Dès que tu vas prendre cette ganache, par exemple, café, chocolat, tonka, ou cette mousse au chocolat, ou ce que tu veux, au début, tu vas avoir la pointe de café qui va arriver tout de suite, qui va déclencher une petite amertume. Ensuite, tu vas avoir la pellicule de gras, du chocolat, du sucre qui va venir tapisser ton palais. Et en fin de bouche, tu vas avoir la note de fève tonka qui va rester plus longtemps. C'est ça, le séquencier des saveurs. Et c'est pour ça que je l'ai appelé temporalité. Et donc Ok. ici c'est ma table, qui est la table gastronomique. Donc c'est là où on est ce soir. C'est là où on est ce soir. Ce soir, je l'ai mis un peu plus en configuration comité de direction, COMEX, avec l'écran. Ça, c'est J'imagine génial que tu vas avoir des aussi, choses à nous projeter. Ouais. Ouais. Et Gilles, c'est génial pour faire aussi tu sais, les réunions, les conventions franchises. C'est exactement Pour réunir ça. du monde, c'est Tu fais vraiment des bien. séminaires, tu fais des comex, tu fais des codires, tu fais des réunions. C'est une table que j'ai dessinée. En fait, j'ai tout dessiné ici. Et ça, c'est une table qui fait 7 mètres de long et qui fait 1,80 m de large. Et tu peux avoir 22 personnes autour. Et après, quand tu vires l'écran, derrière, j'ai mon piano de cuisine qui vient se mettre en avant. Ah oui. Et donc, je peux cuisiner pour les convives. Magnifique. On se pose là 2 minutes, j'ai encore quelques questions à te poser. Ouais. On va en savoir un peu plus sur toi, Ouais. comment t'en es arrivé là, et surtout si tu peux demain donner des conseils à des futurs entrepreneurs. avec Ah, non. plaisir. On boit, on écoute tes paroles. Avec plaisir. Jeune chef. On regarde pas les chiottes? Non, allez, vas-y, on regarde les chiottes et après on se pose. Promis. Allez, bien. Non, je veux pas les chiottes avec toi, moi. Vas-y, Will. C'est le seul truc où je peux dire à quelqu'un de me suivre dans les chiottes. Ici, tu as la première, elle s'appelle Platon, c'est en référence à la caverne. C'est une grotte. À côté, tu as Barbie. Bon, a priori, tu sais ce que tu vas trouver. Allez, montre-nous la boule à facettes. Ça, c'est son J'adore. kiff. Regarde. Parce que, attention, t'es prêt? Appuie sur le bouton, et là, tu as la boule à facette qui tourne. C'est un Ça me grand fait malade, marrer. ce mec. Mais on est resté des gamins. Et ça, c'est vraiment l'expression qui est le fun et la rigolade. Écoute, c'est là. Et là, c'est la sienne. Écoute, tu peux même faire tes tractions pendant que tu Non, pisses, tu vois. ça, tu peux pas parce qu'elle T'arraches tout. Tu vois. Non, mais c'est très sympa. Allez, deuxième partie. Cette fois-ci, on va parler vraiment de Greg, de son parcours, de son enfance, de qu'est-ce qui l'a amené finalement à se lancer dans la gastronomie, dans la cuisine. D'abord avant la gastronomie, hein, parce que tu as commencé, j'imagine, dans la cuisine avant la gastro, Nomi, et puis l'entrepreneuriat. C'est chelou, et ce jusqu'à- mouvement. ouais, Tu la le fais gastro. La Nomi. gastro. Ça, c'est des échanges que j'adore parce qu'on va connaître Greg vraiment beaucoup plus. Allez, on y va. Ton enfance, t'étais comment enfant? T'étais plutôt perturbé? T'étais plutôt sage? T'étais plutôt un mec discret Alors, j'étais un excité. J'étais dyslexique, donc c'était très compliqué pour moi. J'étais un peu speed. Et du coup, ouais, j'étais souvent au fond de la classe. T'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur, Une grande sœur? Ouais. Combien de plus que toi? 2 ans et demi. D'accord. Ok. Elle était comment avec toi? Bah, c'était chien et chat, c'est-à-dire. Ah que- ouais, d'accord. c'est-à-dire que j'ai même failli lui crever un œil un jour Non. en jouant avec un cutter. Donc, qu'est-ce que tu veux, c'était un espèce de truc où c'était rigolo. Mais elle, tu vois, c'était une super studieuse. Elle apprenait ses leçons. Elle avait besoin de bûcher et de bosser. Et moi, j'avais besoin de regarder mon texte 10 minutes avant le cours.
et je passais au trave comme un filou, quoi. Ouais, sûrement parce que il y a peut-être un manque de sens. Moi, c'est pareil, quand j'allais à l'école, je me faisais chier, en fait, clairement. Je sais pas, il y a qu'en école de commerce, j'ai fait une école de commerce, et c'est là où je me suis vraiment éclaté, parce que mes profs étaient des vrais chefs d'entreprise. Et donc, tu avais une transmission qui était complètement différente. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je pense, j'ai toujours poussé mes gosses à essayer de développer un truc qui est la curiosité. Et en fait, je pense que c'est le moteur de la vie. Et quand tu as un prof qui réussit à nourrir ta curiosité, tu as tout gagné. Il a tout gagné, et toi, tu as tout gagné. Moi, j'ai été prof à Léonard de Vinci pendant... j'ai fait deux saisons à Léonard de Vinci. Ça, on va revenir après sur ton parcours, parce que c'est hyper intéressant. C'était génial, quoi. D'accord. Et ta passion pour la cuisine, du coup, elle est arrivée quand gamin ou un peu plus tard? Ouais. Gamin, par obligation. Mon père, il a un restaurant qui s'appelle Le Galant Vert, qui est rue de Verneuil, juste en face de chez Gainsbourg. Gainsbourg, c'est son meilleur pote. Un peu plus loin à gauche, t'as Jean-Paul Belmondo, qui est rue des Saints-Pères. Et puis son troisième pote, c'est Lino Ventura. Donc autant te dire que dans le restaurant, quand tu vois des monstres comme ça qui débarquent et qui sont potes avec ton père et qui te parlent, c'est un truc de ouf. Moi, mon père, c'est un mec qui était qui a perdu son père à 13 ans. D'accord. Donc il n'avait pas les codes de ce que c'est être papa. Il avait juste les codes il voulait faire de moi un homme à l'ancienne. Donc il m'a fait bosser à l'âge de 13 ans dans le resto. Et comme j'étais le fils du patron, il fallait que ce soit 2 fois plus dur pour moi que pour les autres, sinon c'est pas drôle. Et j'ai commencé en cuisine et en pâtisserie. J'ai fait de mes 13 à mes 23 ans là-bas. C'était comment? Comment t'as vécu ça? Alors, c'était une contrainte. Ouais, c'est ça ma question. Est-ce que c'était une contrainte ou est-ce que c'était un plaisir? Non, c'était une contrainte. Et comment t'as réussi à transformer ça, du coup, cette contrainte en plaisir? Ouais. Puisqu'aujourd'hui t'es chef et que c'est ton métier. Tu sais, c'est comme quand t'es gosse, on te dit, il faut que t'apprennes à faire du piano. Ça te fait royal chier, quoi. T'as pas envie d'apprendre à faire du piano, t'as pas envie d'apprendre à faire les gammes, etc. Sauf qu'une fois que tu sais, t'emballes à mort. Tu te mets au piano et d'un seul coup, c'est un truc de ouf, le piano. Et moi, en fait, ça m'a super fait chier quand j'étais gamin. J'aurais préféré aller en boom, j'aurais préféré être avec mes copains, j'aurais préféré faire plein de choses. Donc, j'ai senti une frustration de ouf. Mais à ce moment-là, j'étais gamin. Et j'ai appris la cuisine comme on apprend une autre langue. Et je m'en suis rendu compte bien après. Je me suis rendu compte après que je savais cuisiner. C'est pas que j'avais à apprendre à cuisiner. Je savais de façon innée. J'avais pas besoin de me poser de questions. Comme pour parler, je savais cuisiner. Ouais, t'arrives à comprendre les assemblages, t'arrives à comprendre la technicité, t'arrives à comprendre tout ça qui fait que tu crées un plat finalement à peu près avec rien et super bon qui a du sens, quoi. T'as une bibliothèque, t'es gamin, t'es une page blanche, tu remplis. Et sans t'en rendre compte, c'est imprimé en toi. Et là, t'avais quel âge à peu près? 13 ans, j'ai commencé à 13 ans. Non, mais à partir du moment où tu commences vraiment à prendre du plaisir? Non, vachement plus tard. Vachement plus tard. Avec un déclic, avec tout ça. 23 ans, je fais mon service militaire. Armée de terre? Non, armée de l'air. Ok. C'est pendant la guerre du Golfe, en 90-10. Je me retrouve muté à Doullens. Doullens, c'est une espèce de cuve entre Amiens et Arras. Alors là, je fais une pause parce qu'ils doivent se demander... Mais il a quel âge, le Greg? Parce qu'il fait pas du tout son âge, mais il a quel âge? 38 ans. Hors taxe ou TTC? Et putain, le montant de la TVA, il doit pas rigoler quand même. Et putain, je fais mon service militaire, je me retrouve dans une cuvette à me peler le cul. On est en octobre 90, première guerre du Golfe. Et là, je me retrouve là-dedans. Je me dis, mais bordel, qu'est-ce que je fous là-dedans? Je passe entre les gouttes, j'embrouille l'histoire, et je me marre, et je me fais une bande de potes. Tout le monde croit que je suis méga pistonné. Je suis pas du tout. J'étais pistonné de que dalle. Et je me retrouve muté à l'état-major de l'armée de l'air. L'état-major de l'armée de l'air, j'arrive là-bas, on me pose une question, on me dit, mais ok, très bien. Je pose la question à tout le monde, qui est-ce qui vous a pistonné pour venir ici? Je dis, je sais pas. Et le gars dit, c'est bien, j'ai compris, soyez à l'aise, je vais vous poser les questions, vous allez me dire. Je dis, si vous voulez. Il me dit, est-ce que c'est le secrétariat général des armées? Je dis non. Il me dit ok, est-ce que c'est le ministère des armées? Je dis non. Est-ce que c'est l'état-major des armées? Je dis non. Le cabinet du Premier ministre? Je dis, non, toujours pas. Il me fait, ne dites rien, j'ai compris. Et le gars, il marque présidence. J'ai appris à ce moment-là que parfois, il fallait mieux fermer sa gueule et laisser le gars fantasmer sur toi
plutôt que de lui Ah oui. dire tout de suite, bah non, personne. Et donc, le gars m'a marqué présidence de la République. Et donc, ils ont cru que j'étais pistonné par la présidence de la République. Donc, autant te dire que j'ai fait mon service Incroyable. militaire dans des conditions de malade mentale. Et je suis passé vraiment au tram. Quand est-ce que a vraiment commencé l'aventure entrepreneuriale? L'aventure entrepreneuriale, elle démarre quand je suis débauché par Steve Jobs. Pour Steve aller- Jobs, Ouais, pour aller bosser aux États-Unis. Directement. Ouais. le Ouais. président, The President. the president of Mon- Apple. Mon idole absolue. Pour aller bosser aux États-Unis, on est en 96. Ok. Là, l'aventure américaine, je suis dans la Silicon Valley, je bosse avec lui, je suis dans une entreprise qui s'appelle CKS, Clark, Kwame Souter, et c'est le début d'Internet, un Eldorado de malade. Et là, on aide les sociétés à structurer leur offre et à aller sur Internet. Donc, tu as un côté hyper entrepreneurial là, parce que tu rencontres tous les futurs entrepreneurs. Par exemple, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Jeff Bezos. Incroyable. On va faire tu sais, dans les titres, on va marquer de Steve Jobs à OnePlace, le tout en Aston Martin. Avec Gregory Cohen. Exactement. Jeff Bezos, ok, donc tu l'as connu au quasiment tout début. À tout début. Incroyable. Voilà, je passe un petit moment là-bas. Ensuite, je reviens en France. Je suis DG de la filiale française. C'est 350 personnes. Mais là, à ce moment-là, donc, tu es employé, tu Ouais. vois, tu rencontres des futurs entrepreneurs ou tu es aux côtés d'un Steve Jobs. Ouais. À quel moment tu te dis, yallah, je veux devenir entrepreneur? Quel moment tu te dis, je veux devenir entrepreneur? En fait, c'est quand tu accompagnes les entrepreneurs et que aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle la business intelligence. Et en fait, j'étais head of business intelligence et j'étais chargé de rencontrer les entrepreneurs et d'évaluer leurs projets et de les conseiller ou de fine-tuner 2 ou 3 trucs Mhm. pour que ça se passe bien. J'avais pas besoin de devenir entrepreneur, j'étais payé une fortune. J'étais payé plus que tous les entrepreneurs. Et en plus, je kiffais à développer leur business avec eux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. En même temps, on faisait tourner la boîte. Donc je deviens DG France, 350 personnes, VP Europe, 3500 personnes, et board member monde, 10 000 personnes. La première agence interactive dans le monde. Et en fait, je plaque tout ça à un moment. Oui, parce que là, à ce moment-là, tu fais plus de cuisine du tout. Je fais plus de cuisine. Même pour toi, je fais tu plus fais de pas de cuisine. kiff, t'as complètement Non. arrêté. T'as arrêté combien de temps la cuisine? 10 ans 17 ans. 17 ans, t'as arrêté la cuisine. Ouais. Et après, tu dis, tiens, je me remets à la cuisine. Comment ça s'est passé parce que en fait, tu vois, je rentre chez moi un jour, ma fille, elle a 3 ans, elle me regarde, je lui dis viens voir papa, puis elle se dit c'est qui ce gars? L'horreur. L'horreur. Je dis, what the f- qu'est-ce que j'ai foutu? C'est quoi ma priorité dans la vie? C'est quoi les gros cailloux? C'est quoi qu'est-ce que j'ai foutu? C'est-à-dire, j'ai bossé comme un taré, j'étais sur les fuseaux horaires US, donc je rentrais à pas d'heure, puis je redémarrais à très très tôt le matin. Et tout ça pour que ma Pour que ta fille fille, t'en connaisse pas. elle sait pas qui est ce gars, quoi. Mhm. Donc, ça m'a fait un électrochoc. J'ai dit, OK, j'arrête. J'ai arrêté. J'ai été prof à Léonard de Vinci, 2 ans, enfin 2 saisons. Prof de quoi, du coup? Stratégie management d'entreprise. Et puis, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit... et je dis, bon, bah écoute, de toute façon, je peux plus aller travailler pour les autres. Parce que j'étais au pic du pic. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait Steve Jobs, que tu as fait Business Intelligence, que tu as rencontré tous ces mecs-là, que tu as été patron d'une boîte de 10 000 machins, soit tu rentres et tu rentres chez Publicis ou tu rentres dans des gros trucs et t'es en mode gros patron de business unit, soit ça te casse les couilles, t'as plus envie de le faire. Et du coup, tu dis, bah, je monte ma boîte. C'est à ce moment-là que t'as le déclic réellement. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai le déclic. Je monte ma boîte. Et donc là, on est à quelle année, là? 2002, je pense. D'accord. Je monte ma boîte avec le confort que la France peut t'offrir. Mhm. C'est-à-dire que je me suis mis au chômage. Et du coup, j'ai tu vois, une espèce de parachute qui me permet, pendant un moment, de me dire, D'être un peu tranquille, quoi. ouais, je monte ma boîte. Je monte ma boîte, c'est une boîte de prod. Dans le porno, hein, c'est ça? Non, ça, c'est là où on s'est rencontrés. Je t'aime. Oui, vas-y, Ok. continue. Ils veulent pas savoir. Peut-être ils veulent savoir. Ils Dites-le veulent dans les pas savoir. commentaires. tiens. On fera une vidéo rien que là-dessus.
Donc, non, je monte une boîte de prod. J'ai un pote qui m'appelle, qui est chez EMI. C'est une maison de disques. Et il me dit t'as déjà tourné des clips de musique? Je dis non. Il me dit bah écoute, ça te branche? Je dis ouais. Et là, je monte la boîte de prod qui s'appelle Interactive Factory. Et on fait des clips de musique. Après, il me dit tu veux faire de la 3D? Je dis ouais, si tu veux. Ouais. Donc, on monte un studio 3D. Ok. Ça devient le plus gros studio de production de France. D'accord. On fait des trucs comme Bébé Lily, comme Toubo. Toubo, c'était un petit singe qui présentait la météo tous les jours sur TJ, Canal J et Gulli. D'accord. On fait ça pendant 5 ans, je crois, à peu près. Et du coup, on produit des minutes, des heures de 3D tous les jours. Mon premier mariage explose, logiquement, et je prends la garde des enfants, je les ai tous les week-ends. Et donc, je les ai du vendredi au lundi. Et ben là, forcément, je me remets à cuisiner. Et je tourne cuisine pour mes gosses. On crée une activité ensemble, on fait un blog qui s'appelle Un homme au fourneau. Un des premiers blogs de cuisine. On crée un petit acronyme, un petit personnage qui s'appelle Uno Mafou, c'est moi. Et sur le début, sur les Twitter, sur les machins, sur les blogs, c'est Uno Mafou. Je deviens influenceur food. et ça nous fait marrer. On fait les plats, les photos ensemble, tout. Et tu mettais les enfants en vidéo? Ah oui. Non. J'ai jamais mis ma famille. Non. En fait, ce qui est important, même quand tu deviens entrepreneur, c'est contrôler le narratif. Jamais laisser ce narratif se faire choper par les autres et raconter une histoire à ta place. Ouais. C'est toi qui es le storyteller. C'est toi qui contrôles ton narratif. De ton business ou sur les réseaux ou de tout ce que tu fais. Et donc, voilà, je monte ça, je rencontre la personne qui va devenir ma femme aujourd'hui, qui me dit, mais en fait, putain, il faut que tu te remettes à la cuisine, c'est ta passion. Et je monte le BAB, le bar à burger, donc le premier resto de burger gourmet en France. On fait les ça, premiers... C'était où, ça? C'était avenue Claude Velfaux dans le 10e, en face de Saint-Louis. Et c'est là qu'on a créé les premiers buns à l'encre de sèche, au paprika, à la roquette, donc les buns colorés, ça n'existait pas avant. On a fait le burger qui fume, servi sous cloche, fumé au foin. On a fait le Black Octopus, où c'était de l'octopus snacké, déglacé à l'orange. Alors on a fait plein de trucs comme ça, on s'est éclaté. Après, on a fait le cab, le camion à burger. Et le cab, on l'a monté... on a fait le camion le plus haut du monde. On l'a monté au sommet de l'Arpette, à la Plagne, et on l'a monté on a fait une luge sur mesure de 15 mètres de long pour mettre le truc. On a monté à 6 heures. On est monté à 6 heures du matin en mode complètement inconscient et c'était éclatant à mort. Après, on a fait le food truck sur l'eau. On l'a mis sur une barge et on l'a baladé de Sainte-Maxime à Saint-Tropez. Puis on s'est arrêté dans un petit port et on a fait un truc hyper exclusif. Et tout ce délire, on l'a fait sponsoriser par des marques qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés. Après, j'ai fait Mon Éclair, qui était le premier concept de pâtisserie dressage minute. En fait, un Subway de la pâtisserie, en gros. D'accord. Mauvaise association. Donc ça, c'est super important pour les entrepreneurs. Allez, Attention. vas-y, le conseil de l'association. Ouais, attention. En fait, parce que, par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'on s'associait sur un projet, on en parlera tout à l'heure, ça s'est fait en 5 minutes. Mais parce que, pourquoi est-ce qu'on accepte? Pourquoi est-ce qu'on a confiance, etc. Et pourquoi est-ce que des fois, on fait des mauvaises associations? On a tous fait des mauvaises associations. Ouais. Alors, je vais dire un truc qui va sans doute péter un truc. Toutes ces émissions à la con de Shark, tu sais, les mecs, les investisseurs qui vont venir, ou les autres mecs, là, les Simoncini et compagnie, qui vont dire ouais, j'investis, machin, qui va être mon associé, qui va être mon associé. Pour moi, c'est la pire merde qui existe au monde. Je vais te dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a un déséquilibre monumental et fondamental qui s'installe dès le départ. T'es un petit poisson et eux, c'est un gros requin. Donc déjà, t'as un problème complet. Deuxième chose, ils vont chercher du financier, de la rentabilité avant tout. Quoi qu'il arrive, il y a zéro émotionnel. Et toi, tu es aussi dans un déséquilibre parce que tu arrives avec ton projet et ton projet, c'est toi. Et c'est de l'émotion.
Donc déjà, ces trucs-là font que tu vas avoir un déséquilibre colossal. À un moment, si ton projet prend pas le cap qu'il doit prendre, parce que tu as promis quelque chose et que finalement tu es un peu en dessous de ce que tu as eu, ou parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer au milieu et que tu vas devoir transformer ton truc, tu vas te retrouver en face d'un mec qui te dit « Mais attends. Tu m'as signé ça. Tu m'as dit ça. Tu l'as écrit. Tu l'as écrit. Donc, soit il va te dire « Pas de problème, mon chouchou. Je te dilue. On fait une augmentation de capital. » Si on fait une augmentation de capital, toi, tu n'as pas les moyens de le mettre puisque tu es allé le voir justement. Et le parce que t'avais pas la capital, thune. c'est brutal. Le capital, c'est très brutal. Eh oui. Donc, le mec, il te dilue. Et d'un seul coup, tu te retrouves à être la pute du gars qui t'a financé. Alors, je le dis de façon très cash. Faites gaffe. C'est votre projet. C'est ton projet. Ça doit être une histoire de rencontre. Mais en fait, je suis complètement d'accord et complètement pas d'accord avec ce que tu dis. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'émission, c'est très rigolo parce que j'entends parler beaucoup d'Anthony Bourbon. On t'a en dit ce que tu moment. ressemblais à Bigard sur la voix ou pas? À Bigard. Ouais. Non, on m'avait dit Tony Robbins, mais Non, bon. sur la voix. Bigard. D'ailleurs, tu la connais pas celle-là. Non, mais une petite, regarde. Ça se passe cette fois-ci à l'école Et le primaire. mec, à l'école. Tu vois, Il ça se parle passe. comme Bigard, le gars. C'est Bigard, en fait. C'est Bigard. Écoute, ça se passe à Mais l'école c'est primaire. ouf. C'est ouf. Hein, et, C'est ouf. Le gars, c'est ouf. et là, t'as la maîtresse qui dit à Toto, Toto, quand je dis je suis belle, hein, et dit c'est quoi le temps? Et là, Toto, il la regarde, il dit madame, c'est du passé. Elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est Bigard. C'est Bigard à 10 000. Pourquoi je suis d'accord et pas en d'accord? commentaire si c'est pas Bigard, le gars, c'est la double envoi de Bigard. Pourquoi je suis d'accord et pas d'accord? Parce que déjà, la plus grosse erreur que font les gens, c'est que aller voir un investisseur au démarrage de ton activité, c'est une connerie sans nom. Parce que si t'as pas l'argent nécessaire pour lancer ton projet et que t'as pas assez d'argent pour aller lever des fonds en banque, à la rigueur, fais du love money autour de toi avec des gens qui sont effectivement dans l'émotion ou en tout cas plus bienveillants que d'aller voir un fonds d'investissement qui a peut-être effectivement détecté quelque chose qui est chez toi et qui va pouvoir t'enculer clairement. Par contre, quand tu as déjà un projet qui arrive à maturité et que tu veux passer la next C'est step, autre chose. que tu un plafond de verre, C'est autre etc., chose. là, tu peux aller voir des investisseurs parce que déjà, tu sauras comment ça marche. Tu auras les moyens d'avoir des conseillers autour de toi et tu vas pas te faire diluer parce que t'as des leviers, t'auras t'as des tout leviers, ça, etc., t'as une etc. ballot. Mais au là, départ, là, tu parles d'un stage 2 ou un stage 3 oui, mais où bon, le gars, il va... qui veut être mon associé, tu vois, c'est du show. J'ai regardé une émission il y a pas longtemps avec Anthony Bourbon. Le gars, il a l'air plutôt bon dans ce qu'il fait. Il a des intentions de milliardaire, il le dit clairement. À quel prix il veut être milliardaire, ça, on n'en sait rien en fait. Donc effectivement, ces gens-là, peut-être faire attention et peut-être pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils sont hyper bienveillants et peut-être qu'ils veulent juste se développer avec nous. Moi, personnellement, je parlais pour moi, je suis pas encore au stade d'investisseur, mais je participe en tant qu'associé en fait dans plusieurs structures, parce qu'on a quasiment une trentaine de sociétés dans lesquelles on est partenaire. Il y a que de la bienveillance, parce que Mais c'est ce que je te dis. parce qu'on a besoin. Moi, mon kiff, c'est de développer, de voir les gens se développer, de créer de la valeur. Et puis l'argent, de toute façon, il vient. Mais c'est ce que je te dis, John. Donc, et c'est le conseil que je donne. Le côté humain est essentiel. Si le gars, dès le premier rendez-vous, je dis pas qu'il faut ou faut pas. Je dis, si le gars, dès le premier rendez-vous, est raide et froid, ça va pas aller en s'arrangeant. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas aller en s'arrangeant. Ça, les gars, Moi, vous oubliez à tout jamais si vous ressentez ça. Mais vraiment. Et c'est super compliqué parce que tu es tenu par le fait de te dire j'ai besoin de thunes parce qu'il faut que je fasse de l'accélération et du développement, et j'en ai besoin. Mais de l'autre côté, tu dois avoir ton équilibre et comprendre que c'est peut-être pas le bon moment et qu'il faut peut-être essayer d'attendre. Alors c'est du luxe, hein, parce que parfois tu es comme ça et tu te dis mais s'il faut absolument que je fasse rentrer un partenaire, et c'est là où tu fais la connerie, et c'est là où c'est compliqué. Donc anticipe un peu avant, pose-toi les questions. Donc moi sur mon éclair, j'ai clairement fait le choix d'un très mauvais partenaire. À ce moment-là, je me retrouve à faire de la télé. Je suis d'abord dans l'émission Très Très Bon. Ensuite, j'ai le meilleur pâtissier qui m'appelle pour devenir le jury de la demi-finale du meilleur pâtissier. Le jury de la finale, c'était Pierre Hermé. Et derrière, on me demande de faire un casting pour présenter ma propre émission de télé. Coup de bol, je gagne le casting et je présente Chérie, c'est moi le chef, tous les jours sur France 2.
de 17h à 18h. Et on part de très très peu. Il y a 200 000 téléspectateurs qui regardent cette case. C'est une case naufragée. Et on la monte à 700 000 téléspectateurs. Ouais. Méga succès. À ce moment-là, mon associé de Mon Éclair me dit, tu peux pas faire les deux, il faut que tu arrêtes la télé. D'accord. Ok. Donc je lui dis, mais c'est absurde. Au contraire, la télé donne oui, de la notoriété. évidemment. Viens, on fait un accélérateur. Pourquoi c'est quoi? C'est de la jalousie? C'est quoi? Je sais pas, j'ai toujours pas compris. Et à ce moment-là, t'es pris dans un espèce de truc, et c'est là où t'apprends de tes échecs. Et c'est vachement important. Pourquoi? Parce que si j'avais continué de cette façon-là, peut-être j'aurais développé plusieurs Mon Éclair, et je serais aujourd'hui enfermé dans ce rôle de pâtissier sur Mon Éclair. Et là, Mon Éclair, la marque t'appartenait? la marque m'appartenait. Donc tu peux toujours mettre un petit Mon Éclair dans Ouais, OnePlace. je peux remettre un Mon Éclair dans OnePlace. Et là, à ce moment-là, t'es pris dans un espèce de truc où tu te dis, mais enfin, merde, je bosse, je me paye pas. Et en même temps, c'est la télé qui me permet de me payer, et donc qui me fait de la notoriété et qui amène des clients. Mais en même temps, et l'autre me dit qu'il faut pas que je me paye et qu'il faut que j'arrête la télé et il faut que. Et à un moment, tu te dis putain, stop. Alors c'est pas toi, parce que généralement t'es pris dans cette tourmente. Et là, c'est ma femme qui m'a dit, et Greg, qu'est-ce que tu fous? C'est-à-dire, elle me dit, bah tu bosses pour la gloire là. Tu bosses pour le mec. Ton rêve de créer ça, ok, c'est un beau produit, donc il joue là-dessus. Il joue sur ton affect, sur le fait que toi, tu as envie de faire quelque chose de beau et de le continuer. Mais en réalité, tu as gagné combien? Ouais, t'as mis combien? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment des gens toxiques, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Qui te bouffent, en fait. Qui te bouffent, et t'es pris dans un espèce de truc. Donc, faites super gaffe. Et prenez le recul. Donc, moi, je sors de Mon Éclair. Je tourne la marque. On arrête tout. Et la télé me permet de faire énormément de consulting. Donc, j'accompagne ce que je faisais en fait dans mon métier avant aux États-Unis. Je le fais, mais sur la Dans bouffe. la bouffe. Ok. Voilà. Donc, je fais des ouvertures de restaurants, je fais des ouvertures d'hôtels. Je travaille sur comment rationaliser les coûts, comment optimiser la qualité, comment gérer les ressources humaines, comment optimiser les investissements sur les cuisines, l'agencement, tout le truc. Et j'accompagne des hôtels, des restaurants à monter ces trucs-là. Je prends des participations dans certaines petites choses à droite à gauche. Je suis entre autres actionnaire d'un fonds d'investissement food, d'une grosse boîte de consulting food aussi. Et puis on me propose, et je monte un restaurant à Rueil-Malmaison. Je développe l'idée d'un restaurant à Rueil-Malmaison. Là, on est à quelle année, là? Là, on est il y a 2 ans. D'accord, 3 donc ans. on est aux prémices de OnePlace, parce Ouais. qu'on y arrive. La question qui va venir derrière, c'est d'où vient l'idée de OnePlace? Et là, je rencontre pour OnePlace un type que j'avais vu il y a très longtemps, à l'époque des food trucks de la foncière ICAD. Et à l'époque, je lui avais proposé de monter des food trucks et de les mettre dans chaque foncière et de le faire tourner tous les jours. Donc en fait, du OnePlace dématérialisé. Je faisais un food truck asiatique, un food truck italien, un food truck de burger, 5 food trucks qui changeaient et qui allaient tous les jours dans T'as un... été dans food l'association Street Food en Mouvement, ça dit Ouais. quelque chose? Bref, tu vois, l'idée se fait pas à cette époque-là. Et puis le type revient me voir, il me dit bon, j'ai un super endroit, j'aimerais te le présenter, et il me présente ici. Alors ça s'appelle pas du tout OnePlace à l'époque, mais je vois le potentiel. T'as 3 niveaux, t'as 1200 mètres carrés de cuisine, t'as 1000 mètres carrés au rez-de-chaussée, et puis t'as cet espace Ouais, à bien l'étage. sûr, ouais. Et là, d'un seul coup, tout s'embrique dans ma tête, et je me dis putain, ok, c'est vachement intéressant. Et là, ça commence. On a mis 2 ans avant de signer le bail. Ah ouais. Et j'ai mis 2 ans parce que... 2 ans à signer le bail? Ouais. Ok. Parce que c'est une longue négo. Parce que en fait, la négo, pour ici, elle a été très claire. Et je vous donne ce tuyau. Quand tu es entrepreneur, c'est important, un truc, c'est de pouvoir dormir la nuit. Si, à un moment, tu vas dire oui à quelque chose qui va t'empêcher de dormir la nuit, c'est mauvaise négo. Ça veut pas dire que c'est une négo qui est que pour toi, hein. C'est juste une négo où, en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir être serein et développer ton affaire. Et pas te dire, si ça se casse la gueule, je suis saigné à vie. Je mets en péril tout. Oui, la famille, les enfants. Ouais. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé, j'avais 26 ans, j'avais rien à perdre, j'avais pas d'enfants, pas de femme. T'as eu des échecs? Ah oui,
Mais j'ai eu des gros échecs. Le sujet d'une des prochaines vidéos YouTube, le titre, c'est Factory & Co, la fin ou la renaissance. On va parler de redressement judiciaire, on va parler de choses hyper compliquées. Moi, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu au démarrage, quand je me suis lancé, j'ai vécu l'enfer de la sous-capitalisation et de la non-expérience. Ouais. Et de mon côté américain qui a voulu faire plein de choses en même temps. Et après, on a cartonné, on était même victime de notre succès parce qu'on était vraiment très très vite, très très fort. Dans tous les centres commerciaux, on avait, d'ailleurs on a toujours sur certaines unités, le plus gros chiffre d'affaires au mètre carré. Mais sur la défense, vous êtes super bien, non? Sur la défense, on est bien, on a vécu, Ma femme, elle c'était est compliqué à la mangée chez défense, nous, mais là ça va. La défense, c'est un franchisé pour le coup, c'est notre premier franchisé. C'est canon. Mais voilà, et puis le redressement judiciaire, on en est sorti là il y a quelques mois, ça a été l'enfer, on pensait tout perdre. Et finalement, on a la résilience, la réflexion. C'est un outil, hein. C'est un outil, par contre, il faut savoir le faire. Et Ouais. ça, c'est pour ça que cette vidéo, elle va être hyper importante, parce que j'expliquerai, déjà le nom redressement judiciaire fait peur, Fait hyper peur. et en fait, non, pas tant que ça. À pas confondre avec liquidation. Ah bah oui, liquidation. Non, Mais c'est j'expliquerai important, la différence. Il y a vachement de trucs. Mais ça, je pense que c'est ouais. c'est un sujet mais qui est intéressant. Je ferai intervenir d'ailleurs mon avocate qui nous a accompagnés sur le sujet, le ressenti des équipes. Quand tu apprends que ta boîte est en RJ, tu crois depuis le début. Ouais. Et... C'est tout le truc. Non, mais par exemple, quand on est dans la merde et que tu es en galère, il faudra que tu expliques, mais ça, tu le sais, qu'il y a des. Enfin, tu expliqueras que il y a des organismes qu'il faut pas planter si tu veux te donner une chance de pouvoir redémarrer. Et, je te confirme. Et de continuer à avoir des revenus et plein de trucs comme ça. Maintenant, on revient sur OnePlace. Ouais. Quels ont été les plus gros obstacles en fait à la création de OnePlace? Et comment finalement tu as imaginé ça dans ta tête, le mettre sur papier et lui donner vie? Plus gros obstacle, les banques. D'accord. Des grosses merdes. T'as pas de... Parce que tu étais peut-être dans la mauvaise période aussi. Sortie de Covid, Rungis, ce que tu veux. 3000 mètres carrés. Combien de mètres carrés on a dit? 1800 on a 2800. 2650 mètres carrés. 2650 mètres carrés. Non, mais c'est une création, donc les banques sont très très frileuses. Bah, de toute façon, une banque, c'est simple, elle te prête l'argent que tu as déjà. Oui, c'est ça. Tu as déjà la somme. Ouais, ou alors, il faut vraiment qu'ils croient dans elle le te fait des projet. montages, etc. Donc, non, on n'a pas eu d'accompagnement. Donc ça a été chaud, de boucler le montage financier. C'est une création, et là, on sait pas simplifier l'histoire. On a fait une création et on a lancé directement 7 marques. Voilà, t'en as 5 en bas, 2 ici. Donc, Plus la marque elle-même, OnePlace. Plus la marque elle-même, OnePlace. Moi, j'ai pris aussi le choix de faire énormément d'inclusion. Donc, j'ai 7 nationalités différentes, 7 origines et nationalités différentes dans les cuisines et dans la salle, qu'on a tous formés. Donc, on a dû mettre en place aussi tout un système de formation. J'ai pris le choix de faire du fait maison, ce qui est génial parce que tu gères les costs, mais ce qui est chaud. Les costs, les coûts. Les coûts. Donc, on a des coûts. Ouais, vous avez des food costs qui sont. On a des food costs qui sont oufissimes. Ouais. Mais derrière, ça veut dire que tu as un système de formation qui est costaud pour tout le monde, mais qui doit être surtout adapté au fait que tu puisses prendre quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la cuisine et qui soit capable de pouvoir dupliquer et faire. Donc ça a été un challenge. On a réussi à mettre ça en place. On a réussi à pas avoir de turnover. On a, depuis l'ouverture, quasi la même équipe. Waouh. À, allez, 2 personnes près. D'accord. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a réussi vraiment à mettre un truc. Et pourtant, on sait qu'une ouverture, c'est tu te prends 3G dans la gueule. T'as au moins 30% de... Ouais, 30 à 40% partent, hein. en fonction du truc. C'est exactement ça. Mais bon, voilà, à avoir fait des ouvertures d'hôtels, à avoir fait des ouvertures de restaurants, à avoir fait toutes ces ouvertures-là, bah, tu regardes et tu vois où il y a des péchés. Le gars qui a un péché d'orgueil, le gars qui a un péché d'ego, le gars qui croit que... et qui d'un seul coup va dire, bah non, il faut qu'on fasse comme ça. Mais non, c'est une connerie ce que tu vas faire. Non, mais il faut qu'on le fasse. Vas-y. Et là, tu crames 1, 2, 3, 4 ressources, 4 profils. Et à chaque fois, bah, tu te fais, tu dois reformer les gens, les réembarquer, réimpulser la philosophie, donc très important, les ressources humaines, comment est-ce que tu gères les équipes et comment est-ce que tu crées un socle qui va faire qu'ils vont pouvoir s'épanouir et rester chez toi. Et quand tu as commencé l'aventure, que tu as commencé à mettre de l'argent, que tu as commencé les travaux, que ça commence à prendre forme, est-ce que tu as eu des moments de doute
Et si oui, comment t'as géré ces moments de doute? Ouais. Alors, 2 choses. Moi, je suis un imbécile heureux. J'adore. Moi, je pense que le mec le plus heureux de la Terre, c'est l'idiot du village. Vraiment. Oui. Et je trouve que c'est chouette. Donc, il faut avoir une part tu sais, c'est Lao Tzu qui dit penser en stratège, agir en primitif. Penser en stratège, ça veut dire établir un plan d'action. Qui est un plan d'action pensé. Agir en primitif, c'est quand tu es dans l'action, tu oublies ton cerveau. Tu fais. Et en fait, ça m'a porté. J'ai mis 2 ans pour signer ce bail et penser à tout. Et là, maintenant, je suis dans l'exécution. Et dans l'exécution, objectivement, j'ai pas de doute. Bon, l'avenir de OnePlace, c'est quoi? L'avenir de OnePlace. Qu'est-ce qui est prévu en développement? On a parlé tout à l'heure de toutes les marques. Il y a le CIAR la semaine prochaine où tu vas présenter OnePlace et surtout Yalla. Ouais. Donc, c'est quoi l'avenir de OnePlace? Pourquoi Yalla? Alors, ces questions l'avenir de OnePlace, c'est un déploiement et un développement sur la maison mère principale, c'est-à-dire OnePlace qui va devenir un OnePlace à Reims, à Dijon, à Nantes, à Strasbourg, peu importe. Et ça, c'est le concept global qui s'exporte. Alors, le concept global, c'est le food market qui est en bas au rez-de-chaussée, les 5 concepts de restauration, et à l'étage, le club privé l'équerre et le côté gastronomique. Ça te permet de pouvoir créer 2 niveaux d'ambiance et pouvoir avoir un accès beaucoup plus large à l'ensemble des clients potentiels. Ça, c'est le gros réacteur, le gros projet. Et ensuite, c'est en appartement. En appartement, c'est marque par marque. On est un incubateur food. C'est-à-dire que dans un premier temps, là, avec Métro en partenariat, on va déployer Yalla. Alors, pourquoi Yalla en premier? Yalla parce que c'est la marque qui est... J'adore cette marque. C'est une marque qui est simple, évidente pour tout le monde. Dès que tu dis Yalla, tout le monde sourit. Tout le monde. Dès que tu dis Yalla, tout le monde comprend. T'as un espèce de dynamique. Est-ce que c'est la marque qui marche le mieux aujourd'hui dans l'écosystème de OnePlace? Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc tu vends plus de Yalla que de les burger autres. chez Schmatz, que de pizza chez Gigi. Ouais. D'accord, ok. Donc Ouais. ça a du sens, ouais. Et c'est une marque qui va être une marque qui est d'une simplicité à déployer qui en est absolument dingue. C'est-à-dire que je te forme tes équipes en 2 semaines. C'est des produits d'assemblage sur une base de fait maison. Le ratio, il est monstrueux. Monstrueux. Et tu as prévu de faire toi un Yalla en propre, en dehors de l'écosystème OnePlace, pour le tester ou Ouais, il y a sur ce projet-là, il y a 3 formats. 3 formats, ouais. T'as les formats. Alors, t'as le format d'affilié ou de franchisé, et t'as le format de succursale. Ah pardon, je crois que tu parlais des formats de Non, différents non, formats. ou en propre. D'accord. Et donc oui, là aujourd'hui, j'ai pas mal de touches un peu partout. On commence à venir me voir. On teste, on goûte, puis on revient me voir. Donc avec des gros qui sont là, qui voudraient développer dans des aéroports, dans des gares. Et l'Yalla, c'est en food to go, en street food ou en food to go. Un super concept. Donc sur un pain pita avec un sandwich pain pita ou avec du wrap. Et c'est un super concept en solo et c'est un super concept à partager. Tu vas foutre Ça, je vois bien ça, c'est quoi, dans les aéroports, dans les zones après douane, c'est un concept qui irait très bien. Concept de ouf. Il faut aller voir les SSP, les Arias, Voilà. les Lagardère. Ce genre de personnes, les gares et connexions. Ouais. Tu travailles déjà sur d'autres marques que tu aimerais intégrer à l'écosystème? Écoute, là, on a ces 5 premières marques qui sont là. Il y en avait une qui me paraissait bien. Ce serait une marque mexicaine. Putain, j'allais dire mexicain. J'allais te dire le mexicain. Bah ouais. Ouais. Mexicaine, Amérique du Sud. Ça, c'est, je pense, la prochaine marque que je vais Ah, t'as raison.
En France, pour l'instant, ça n'a pas tellement décollé les food courts. Ouais. Tu vois, tu as le Time Out à Lisbonne qui est la référence, qui a réussi à se développer dans le monde. Il y a eu des Paris Society qui ont été lancés. Des Paris Society Food Society. Food Society, pardon, qui ont été lancés et qui n'ont pas marché. En tout cas, celui de Lyon a déjà fermé. Viltoki. Voilà. Aussi. Ok. Pourquoi OnePlace va marcher? C'est complètement différent. Les food courts, actuellement, c'est des bailleurs de bailleurs. Donc, t'empiles des costs. Donc, en fait, le gars un bailleur de bailleurs, c'est quoi? C'est, tu prends une foncière, la foncière, elle te dit, j'ai 20 000 mètres carrés. Super. Je prends. Vous allez faire quoi? Je vais faire un food court. Ah, génial. Attendez, j'en parle au maire. Monsieur le maire, on va avoir un food court ici. Oh, génial, magnifique. Donc, la grosse foncière, elle se démerde avec le maire, elle gagne son argent, puis elle va te louer à toi. Et toi, t'es un food court. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, ok, maintenant, il faut que je le remplisse. Allez, hop, je vais appeler des marques. Et je vais leur louer l'espace. Et en plus de ça, je vais leur prendre un pourcentage sur leur marge. Mais pourquoi ça marche au Time Out et ça marcherait pas ici? Deux choses. Alors d'abord, je vais au bout du truc. Donc, déjà, ton pile des coûts, c'est compliqué, on n'a pas cette problématique ici à OnePlace. Premier point. Deuxième point, le gars à qui tu loues, à un moment, il va avoir des difficultés. Il s'en sort pas. Donc, il va rogner sur quoi? Les produits, la qualité. Toi, t'es pas garant de la qualité des produits du gars. Toi, t'es garant juste de te dire, je prends son loyer. Ok? Tant qu'il paye son loyer, tu le sors pas. Donc, tu as un deuxième problème, tu contrôles pas la qualité du produit. Donc, aujourd'hui, quand tu vas dans ces food courts, tu te rends compte que ils ont signé des bailleurs. C'est qu'en fait, ça devient des centres commerciaux, ni plus ni moins. Et donc, c'est des bailleurs de bailleurs. Aucun intérêt. Là, tu parles de time out. Time out, c'est complètement autre chose. Time out, pourquoi est-ce que, par exemple, les food courts, ils marchent pas dans les centres commerciaux? En France, alors que partout dans le monde, ils marchent. Et en réalité, en France, c'est un truc très simple. Tu fais la queue et en même temps, tu envoies quelqu'un d'autre bloquer une table. Ça n'existe pas au Times Out et ça n'existe pas dans tous les pays anglo-saxons et ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, ce qui se passe, c'est que tu fais la queue, tu prends ton plateau et tu trouves ta table. Pourquoi? Parce que tout le système est fait pour avoir un turnover qui te permet de manger après en 20 minutes, de partir, de laisser ta place, de repartir, etc. Mais quand tu as un gars, qui est un Français, qui vient et qui te bloque la table, pendant qu'il fait la queue pour aller commander, ben, tu as le gars qui est avec son plateau, qui a plus de place. Ah ouais, c'est marrant parce que j'étais au Time Out il y a pas longtemps à Lisbonne et pendant que je faisais la queue, parce que t'es un Français. Ma femme, elle attendait. Et là, ils se sont dit, ah putain, c'est un Français. C'est comme les Allemands. mais figure-toi que tout le monde t'es déjà allé à faisait ça. l'hôtel. Moi, je pense que... Les Allemands, ils se lèvent à 6h du matin pour mettre leur serviette sur Oui, la piscine. bah, évidemment. Bon, c'est des trucs culturels. Mais C'est pour le compliqué. coup, moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, sur celui de Lyon-Pardieu, quelle connerie d'aller mettre un food court avec 20 marques en dessous de l'étage des restaurants. Où il te crée un restaurant avec 30 restaurants. C'est l'autre problématique, c'est que les gars cannibalisent leur propre, voilà, c'est ça le problème. propre truc. Ah oui. Après, celui de Montparnasse, bon, il est peut-être un peu mal placé, tu vois. Mais globalement, en tout cas, celui-là, le time out, il y a le time out et tu vas au time out. T'as pas 50 restaurants autour du time out. Il y a pas longtemps qui m'a dit le plus important, c'est l'emplacement. Peu importe le loyer que tu vas mettre, si le loyer te ramène du trafic. Il t'a dit aussi qu'une affaire qui marche, une affaire où t'es dedans, non? C'est incroyable. Il t'a dit aussi qu'il faut rien lâcher, non? C'est fou. Tu connais cette personne? Ouais, je le connais. Ah bah dis donc, c'est dingue. Je le connais. Bah, écoute, Greg, en tout cas, merci 1000 fois. Pourquoi il rigole? Le mec, il me dit, non, mais là, tu vas pas le couper. Le mec me dit, on fait quoi comme conclusion? Bah, la conclusion, je le remercie. Ouais. Merci 1000 fois de ta franchise. Merci de donner autant de conseils précieux qui, j'espère, intéresseront tous nos millions d'auditeurs. Donc, ceci dit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à liker et à suivre avec la petite cloche. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je vous en remercie. Aventure passionnante. J'ai hâte de voir le deuxième OnePlace. Ouais. Et surtout, Yalla. Vous pouvez m'écouter tous les vendredis sur France Inter ou alors sur différentes émissions. Vous pouvez venir surtout à Rungis OnePlace pour découvrir notre cuisine. Si vous avez les moyens, achetez une Aston Martin. Je suis ambassadeur de la marque, donc ça m'arrange. Et pour le reste, d'ailleurs, il y a un code promo, non? Il y a un code promo.
Greg 10, c'est ça? Ouais. Chez Aston Martin? Exactement. Moi, j'ai le mien chez Porsche, Iron John 10. Greg 10 chez Aston Martin. Et sur Aston Martin Paris, vous allez les voir de ma part et vous dites Greg 10 et vous allez être très bien reçu. Et ouais, la carte grise est offerte en ce moment. La taxe. Blague à part, merci Greg encore une fois. Merci pour ton honnêteté et puis tout ce que tu as pu nous raconter et ton parcours qui est incroyable parce que passer de Steve Jobs à Rungis et demain à Reims, je trouve ça vraiment canon. N'hésitez pas à vous abonner, mettez-nous des commentaires, éventuellement la prochaine personne que vous aimeriez voir dans l'émission. Éventuellement, il y a un mec qui s'appelle Eric Dujorduy, je ne sais pas si vous le connaissez, un gros restaurateur rémois qui a plein de choses à raconter. Et puis, on vous embrasse et on vous dit à très vite. À très vite. Salut.